L'électricité, Mamadou Goudiaby réclame la libération de leurs camarades arrêtés devant les grilles du palais. Je rappelle que Guy Marius Sagna a été sacrifié sous l'autel de la négligence et du laxisme du citoyen qui devait se lever pour dire non. Dans les autres pays, pour du pain de 10 francs, ils sont dans la rue. Pour une augmentation de quoi que ce soit, ils sont dans la rue. Au Sénégal, on se tait, on se regarde. J'espère qu'aujourd'hui, c'est un déclic qui a été déclenché par le citoyen lambda, le citoyen qui sait que ce peuple, que ce pays est son pays, qu'il doit faire ensemble que tous les feux au niveau macroéconomique soient stabilisés. En faisant quoi? En ayant une bonne gestion dans les entreprises, une bonne gouvernance au niveau de l'État pour ne pas se servir des populations pour payer leurs dettes qu'ils ont créées à gauche à droite. Partis de la place de l'Obélisque, les manifestants ont terminé leur parcours au rond-point RTS. Sur place, ils n'hésitaient pas à exprimer leur indignation et réitérer leurs doléances, à savoir la baisse du coût de l'électricité, le respect des accords signés et la libération de Guy Marius Sagna, Babacar Diop et des autres. En dehors des partis politiques et des organisations de la société civile, des Sénégalais, hommes, femmes et des personnes du troisième âge ont participé à la manifestation de Nyolank-Nyobagne. Ils disent avoir fait le déplacement pour mettre fin à la passivité des citoyens face aux dérives du pouvoir. Babacar Junior Fall les a accompagnés. De simples citoyens sénégalais indignés par la situation actuelle du pays ont participé massivement à cette marche organisée par la coalition Nyolank. Pour preuve, voici Maria Magaye. Elle n'a jamais participé à un rassemblement, mais cette fois-ci c'est différent. C'est pour juste donner en fait un signe donc, à notre gouvernement, spécialement donc, au président Macky Sall, pour qu'il sache qu'aussi il y a donc la population qui souffre. Si on ne manifeste pas, si on ne sort pas, ce n'est pas une raison pour dire en fait que nous sommes d'accord avec eux. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas d'accord avec eux par rapport à la hausse de l'électricité. Sur d'autres points, c'est ce qui m'a fait donc sortir. Des personnes comme cette jeune dame sont très nombreuses à cette manifestation. Par exemple, ces gens n'ont jamais milité dans aucune organisation politique ou de la société civile. Mais ici, ils trouvent leur mot à dire. Ils ont été nombreux à se déplacer pour soutenir les organisations de cette marche de la place de l'Obélisque jusqu'au rond-point RTS. Ces Sénégalais lambda cherchent uniquement à se faire entendre par les autorités de l'État. Babacar Junior Fall, la proposition de suppression de l'article 80 du Code pénal, Jacques Habib Sy applaudit des deux mains. Selon lui, il faut aller plus vite et plus loin et supprimer tous les articles liberticides. Il met également en garde contre la tentation du troisième mandat. Jacques Habib Sy est interrogé par Fatou Bintou Diouf. Cet article 80 du Code pénal fait partie de toute une panoplie de lois extrêmement liberticides, attentatoire à la liberté d'expression. Elle menace l'opposition, n'est-ce pas, chaque fois qu'il s'exprime en public ou font des manifestations, de les prendre et de les jeter en prison sans aménagement. Donc de les priver de liberté, d'aller et de venir, ce qui est très grave dans un pays de droit. Et ensuite, ça fait de l'amalgame. On ne sait pas à quel moment on s'adresse au président de la République et à quel autre moment on s'adresse au chef de parti qu'est M. Macky Sall. C'est une confusion regrettable, il faut le dire, et depuis de très longues années, l'opposition comme la société civile, à l'unisson, ont demandé à ce que ces lois liberticides soient enlevées de notre dispositif pénal. Non seulement il doit être enlevé du dispositif pénal, mais tous les autres articles qui précèdent, les articles 79, 78, etc., et après les articles 80, tous ces articles-là doivent être revisités
est véritablement expurgé de tous les aspects qui en font des armes, n'est-ce pas, des armes de destruction massive. Réfléchissons un peu ensemble. Ce Macky Sall-là, qui clame partout, etc., pour endormir les gens, qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, parce qu'il l'a déjà dit, hein, en Wolof, il l'a dit en français, sous tous les plis. Mais qui, pendant ce temps, fait tout pour renforcer ses propres pouvoirs. Déjà, il a des pouvoirs démesurés, mais ça ne lui suffit pas. Il est en train de penser à vraiment corser la mise et à augmenter l'étendue de ses pouvoirs. Qu'à choisir d'être dans la paire, mais de présenter sa démission de la présidence de la République. Je crois que c'est ça la voie de la raison. Maître Madické Niang renonce officiellement à créer un parti politique. Il l'a fait savoir à Touba en marge d'une rencontre avec des membres de sa coalition. Le chef de file de Madické 2019 dit appliquer une recommandation du khalife général des Mourides. Maître Madické Niang est avec Mamadou Makhtar Sarr. Lors d'un tête-à-tête, le khalife a bien voulu préciser qu'il ne me demandait pas d'arrêter toute activité politique, mais qu'il m'instruisait de renoncer à la création d'un parti pour m'engager dans une voie permettant de servir le peuple sénégalais dans sa globalité. J'avais décidé personnellement, au sortir de l'audience de type, d'appliquer sans réserve la directive du khalife général des Mourides. Toutefois, ma décision ne pouvait faire l'objet de publication sans qu'au préalable je l'ai partagé avec les différents cercles politiques auxquels j'appartiens. Ce mercredi 11 décembre 2019, j'ai informé les membres de la Grande Alliance de l'opposition qui unanimement m'ont manifesté leur compréhension et leur sympathie et ont renouvelé les liens personnels indéfectibles qui nous unissent. En conséquence, je déclare solennellement que j'ai décidé d'interrompre le processus de création d'un parti politique que j'avais enclenché. À compter de ce jour, je me mets à l'écoute du khalife général des Mourides pour servir plus que jamais le peuple sénégalais sous toutes les formes utiles et efficaces qui auront emporté son agrément. Projet d'électrification de 300 villages, l'agence sénégalaise d'électrification rurale cible 32 villages de la région de Louga, mais c'est le département de Linguère qui se taille la part du lion avec 29 villages électrifiés, alors qu'à Kébémer, une seule localité a bénéficié de cette initiative. Ce que dénoncent les maires de ce département. Omar Kéré. 32 villages de la région de Louga ciblés dans le projet d'électrification de 300 villages initié par ASER, Agence sénégalaise d'électrification rurale. Sur ces 32 villages, le département de Linguère se taille la part du lion avec 29. 2 pour le département de Louga et seulement 1 pour Kébémer. Une répartition qui n'est pas du goût de plusieurs élus du département de Kébémer, notamment Khadim Diop et Modundoy, respectivement maires de Loro et Ndoyen. Ils déplorent une discrimination qui ne se justifie pas. Dans la première phase PUDC, il y a beaucoup de villages qui ont été électrifiés à Linguère. Ils sont bien en avance, ils ont la part belle. S'ils reviennent encore augmenter l'électrification de leur village à notre détriment, on ne comprend pas. Parce qu'au moment où l'on parle d'équité territoriale, de justice sociale, nous avons vu qu'avec la démarche de l'ASER, ça renforce l'injustice, mais aussi il n'y a pas d'équité territoriale. Les populations, ils attendent, mais s'ils voient quand même les autres départements, comme Linguère, plus de 113 forages qui sont réalisés là-bas, des centrales solaires, des villages électrifiés. Et au département Kébémer, on ne sait pas pourquoi tout ça. En tout cas, il y a une iniquité quand même. Et puis quand on nous parle plus d'équité territoriale. Mis en rade lors de l'exécution de la première phase du PUDC, ces élus se sentent à nouveau être oubliés dans la mise en œuvre des grands projets de l'État. Ils demandent que cette injustice soit corrigée le plus rapidement possible. Nous appelons vraiment le président de la République pour lui vraiment demander vraiment de revoir
avec l'ASER vraiment les critères de sélection de ces villages. Parce que nous ne savons pas sur quelle base ils sont basés pour sélectionner ces villages-là. Un CRD spécial a été organisé à Louga par ASER pour informer les élus et l'administration territoriale de la région sur l'importance de ce projet d'électrification de 300 villages par mini-réseau photovoltaïque. Financé à plus de 78 milliards de francs CFA, ce projet qui a démarré depuis mars 2019 entre dans le cadre du plan Sénégal émergent et a pour objectif l'accès universel des services électriques et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Oumar Kairé Louga, Walfadjiri. Victimes de déguerpissement, les commerçants ou les marchands de Liberté 6 dénoncent une injustice. Ils exigent plus de respect et de considération de la part des autorités dans ce reportage réalisé par Moussa Sen. Au moment où certains jeunes s'adonnent à l'émigration clandestine pour réussir, d'autres restent au Sénégal pour gagner leur vie. C'est le cas de ces commerçants qui voient leurs activités menacées et qui ont été victimes de déguerpissement ces derniers temps. Une situation qui leur décourage selon eux. Nous avons choisi ici pour réussir. Si on a quitté nos villages pour rejoindre Dakar, c'est juste pour gagner notre vie, car autant on s'était concentré à la culture de la terre, mais à présent l'agriculture ne nourrit plus son nom. Mais ici à Dakar, où que tu puisses t'installer, les agents de police viennent te déguerpir. Cela est vraiment difficile à comprendre. Le commissaire est venu ici hier pour nous alerter avant que d'autres policiers n'interviennent sur la question. Nous, on ne connaît que le travail car c'est notre gagne-pain. Qu'ils le veuillent ou non, nous ne sommes impressionnés que par le travail et rien d'autre. Cette attitude des autorités envers ces petits commerçants n'est pas appréciée car ces jeunes pourraient se verser dans le banditisme. Imaginez des jeunes qui travaillent et qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Tu viens de leur chercher de leur place d'affaires comme ça. Cela peut conduire à s'adonner au banditisme ou choisir l'immigration clandestine. Quand on chasse quelqu'un là où il gagnait sa vie, il faudra le trouver ailleurs où s'exercer. Pourtant, on pouvait être des bandits ou bien des agresseurs comme les autres, ou même tenter l'immigration clandestine. Parce que nous pouvons sacrifier maintenant notre vie car nous n'avons rien à craindre avec ce régime. Ils appellent l'État à surseoir à ces déguerpissements. Le gouvernement est appelé à laisser son attitude et à nous laisser travailler tout tranquillement. Les commerçants aux environs du rond-point Liberté 6 ne nourrissent plus de l'espoir pour réussir dans leur pays. Ils menacent d'emprunter les côtes si l'État ne leur laisse pas travailler. Suicide du policier Gabriel Bass à Wakhinane. La famille du défunt est toujours sous le choc. Elle demande à l'État de prendre en charge les orphelins du jeune officier, du jeune policier qui s'est donné la mort mercredi dernier au marché Sandaga. Quelques réactions dans ce vox-pop réalisé par Théodore Semedo. Je suis la tante à Blaise et l'homonyme de sa fille aînée. Blaise était un garçon vraiment gentil. Il était mon ami, mon confident. On se partageait beaucoup de choses. Franchement, on ne souhaite pas ce genre de mort à notre pire ennemi. Nous voulons que l'État prenne en charge les enfants parce que c'est le papa qui prend soin d'eux, leur payer leur scolarité et tout. Le progrès économique des producteurs de Niakhip et de la zone des Niayes, c'est la mission que s'est assignée le réseau UMSEC. Les responsables du réseau étaient en tournée dans la région des Niayes. Ibrahim Ndiaye, correspondance. Le réseau UMSEC était en tournée chez les producteurs de Niakhip, localité située dans la zone des Niayes. Ousmane Tiongan, directeur du réseau, revient sur l'importance de cette visite. Les raisons principales, c'est d'abord nous sommes très amis avec les producteurs de la localité, je parle de Issa, de Niakhip. Depuis 2014, nous sommes en partenariat. Nous sommes en partenariat très profond où il est au-delà des questions de financement qui augmentent parce que nous sommes partis de très loin. Nous sommes partis d'un financement de 500 000 pour le GIE. L'année dernière,
pour l'ensemble des membres du GIE, nous avons injecté plus de 45 millions. Et cette année aussi, nous envisageons, à ce stade, nous sommes à 74 millions qui doivent être injectés ici, dont les 2 tiers sont déjà faits. Avoir des revenus conséquents et pouvoir cultiver des variétés de légumes dans leur production, ce sont des objectifs déjà atteints, selon les producteurs. En tant que femme, si je parviens à cultiver toute cette surface de terre, c'est grâce au financement de l'UIMSEC que nous remercions infiniment. Et j'utilise le système goutte à goutte pour pouvoir arroser mon champ. Nous cultivons du piment, de l'oignon, des carottes et des navets, du pomme de terre, entre autres variétés. C'est grâce au financement de l'UIMSEC que nous remercions infiniment. Pour bien mener cette activité au niveau de Niarip, le réseau UIMSEC a trouvé un partenaire sûr, à savoir Eco Corporation. Harissi, c'est responsable du volet microfinance. Aujourd'hui, on est venu avec notre partenaire UIMSEC en tant que chargé de microfinance de l'ONG Eco Coopération dans le programme ISAR qu'on a mis en place ici au Sénégal pour appuyer le renforcement des capacités des producteurs. Donc aujourd'hui, on est venu pour visiter les partenaires. Le réseau UIMSEC, son seul souci, c'est le développement économique des producteurs dans la zone des Niayes à travers un partenariat gagnant-gagnant. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye, Mourad Sarr. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières. Issatine a visité l'Algérie dans sa page internationale où la population est encore dans la rue malgré la victoire de Tebboune. Issatine a fait aussi cap aux États-Unis pour parler de la destitution de Donald Trump avec un pas qui a été franchi et qui peut envoyer le président américain en procès. Il nous parlera aussi du Brexit avec Boris Johnson qui appelle le peuple britannique à l'unité après sa victoire aux législatives. Le récit est signé Issatine. En Algérie, Abdelmadjid Tebboune remporte dès le premier tour la présidentielle du pays, un scrutin marqué par une abstention record de 39,9%. Le mouvement de mobilisation du Hirak avait appelé les Algériens à boycotter cette élection et ce vendredi, ils sont de nouveau massivement dans les rues. Comme ce jeudi déjà, une partie des Algériens, les membres du mouvement de contestation né en février dernier, se sont donné rendez-vous dans la rue. C'est le 43e vendredi de mobilisation de suite. Ils comptent bien poursuivre le mouvement pour dire non à cette élection et donc à cette victoire. Dans la capitale, des manifestants déjà nombreux scandent des slogans pour dénoncer un vote truqué. Des réactions sont aussi vives sur les réseaux sociaux. Destitution de Donald Trump, un dernier cap franchi avant un probable renvoi du président américain en procès. Trump sera, sauf surprise, renvoyé en procès pour destitution lors d'un vote historique au Congrès la semaine prochaine. Une commission ayant approuvé ce vendredi 2 chefs d'accusation contre lui 2 mois et demi après l'explosion du scandale ukrainien. La commission judiciaire de la Chambre des représentants a adopté en suivant des lignes strictement partisanes les chefs d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès contre le président des États-Unis. Décrivant un jour solennel et triste, le chef démocrate de la commission Jerry Nadler a promis que la Chambre allait désormais agir au plus vite. Selon les médias, elle devait se prononcer sur le texte mercredi en séance plénière. Compte tenu de la majorité démocrate dans cette enceinte, Trump devrait devenir le 3e président de l'histoire des États-Unis mis en accusation au Congrès. Impeachment après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton, c'était en 1998. Boris Johnson veut faire le Brexit et rassembler le pays après une victoire aux élections législatives. Élu massivement sur sa promesse de réaliser le Brexit le 31 janvier, le Premier ministre conservateur Boris Johnson a lancé ce vendredi un vibrant appel au rassemblement dans un Royaume-Uni meurtri par ses divisions sur la sortie de l'Union européenne. En effet, les conservateurs ont remporté une majorité d'une ampleur inédite depuis Margaret Thatcher. C'était en
1987, raflant 365 sièges sur 650 selon les résultats définitifs, c'est-à-dire 48 sièges de différence, mais ces résultats sont obtenus grâce à la prise de circonscription ouvrière acquise depuis des décennies aux travailleurs mais favorable aux livres, et le président a lancé le mot: j'appelle tout le monde à tourner la page et à commencer à penser les blessures. Après plus de 3 ans de déchirement depuis le référendum de 2016 qui a décidé le Brexit, a déclaré le dirigeant dans une courte allocution devant le 10 Downing Street, et Boris Johnson a tendu la main aux europhiles et à ceux qui n'ont pas voté pour lui, insistant sur sa volonté de se concentrer désormais sur les priorités des gens comme la santé, la sécurité, l'éducation et les infrastructures. Vous l'avez compris, la page des sports prend ses quartiers dans ce journal. Festival international des arts martiaux de Louga. Cette année, un tournoi de karaté va se tenir du 20 au 22 décembre. 300 athlètes locaux et étrangers sont attendus dans la capitale du Ndiambour. Ibrahim Kanouté, l'initiateur, au micro de Malkaire. Depuis 3 ans, on a eu à initier un festival d'arts martiaux pour vraiment élargir encore le champ d'action du centre. Maintenant, dans ce cadre, on a initié une compétition. Au début, c'était une compétition nationale, Open national de la ville de Louga, mais c'est devenu une compétition internationale. Pour l'organisation de la manifestation, ça dure 3 jours, c'est sur 3 jours, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des innovations majeures. Pourquoi le karaté va se regrouper ici? C'est parce qu'on a une équipe de karaté qui est forte et qui occupe une place de choix actuellement dans le karaté sénégalais. Ce complexe regroupe actuellement 4 internationaux de karaté qui ont fait leur formation ici, qui ont grandi ici. Donc ils verront aussi ce jour leurs autres partenaires internationaux qui vont venir ici. Donc on attend à peu près 300 athlètes qui vont venir participer à cette compétition, venant aussi dans l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur. Par rapport à l'appel aussi, jusque-là, depuis la première édition, on n'a pas beaucoup de partenaires. Donc si vous avez bien remarqué dans nos affiches, il n'y a pas de sponsor. Et un événement comme ça, vraiment, ça mérite un accompagnement. Parce que ça a une dimension internationale, mais il n'y a pas de partenaires, on n'a pas de mécènes ni rien, donc on n'a que nos propres moyens. Course épique, les turfistes de Rufisque ruent dans les brancards et tirent à boulet rouge sur les autorités. Ils reprochent à ces dernières de n'accorder aucune importance à l'hippodrome Tanor Anta Mbakhar. Ousseynou Sek au micro de Nazib Sagna. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous sommes en train d'assister à un spectacle désolant. Vous avez vu comment est l'hippodrome. Cet hippodrome-là, depuis 1904, cet hippodrome-là existe. Depuis 1904, depuis le temps de notre grand-père Tanor Anta Mbakhar. Nous sommes les héritiers de Tanor Anta Mbakhar. Si toutefois Tanor Mbakhar, un de ces 4 men, se réveillait, il sera dessus. Mais maintenant, vous avez vu les dégâts, l'impact qu'il y a ici. C'est à cause du terre. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui et nous dénonçons vivement, nous crions à haute voix de dire que nous, les turfistes de Rufisque, nous sommes vraiment dessus. Pourquoi? Parce que les autorités ne nous ont pas aidés. Je n'ai même pas parlé de la mairie de Rufisque, mais je veux dire le ministère des Sports. Le ministère des Sports n'a rien fait pour l'hippodrome Tanor Anta Mbakhar. Depuis l'événement de M. le Président de la République, nous avons constaté que dans chaque ville, chaque région, chaque département, même des aires de jeu sont aménagées. Mais dommage, malheureusement, l'hippodrome Tanor Anta Mbakhar, non seulement l'hippodrome Anta Mbakhar, mais en matière d'infrastructure, l'État du Sénégal n'a rien fait pour les courses hippiques. C'est pour cela que nous lançons un appel. Nous n'allons plus parler avec le ministre des Sports, ni avec son chargé des infrastructures, M. Chahzad. Il nous a complètement tourné le dos. Nous vous demandons, M. le Président de la République, aidez-nous. Cet hippodrome-là, elle date de 1904. Nous allons continuer à dénoncer, à demander à ce que l'État nous aide, particulièrement le Président de la République. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais restez, Aïcha Diajarate vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Bonsoir à toutes et à tous.